Mon Dieu, notre Père, je vous remercie pour notre temps ensemble et je vais juste répéter les mots de Philippines. Père, rappelez-nous de faire rien de altruisme ou d'égoïsme, mais avec une attitude d'humilité, regardant les autres comme plus importants que nous. Et je voudrais faire cette prière de Saint Francis, mon Père, et je pense que c'est un bon rappel. Dieu, faites que nous soyons des instruments de votre paix où il y a de la haine, qu'il y ait de l'amour, où il y a de la blessure, le pardon, il y a de la doute, la foi, où il y a du désespoir, l'espoir, où il y a la nuit, le jour, où il y a la tristesse, la joie. Que nous n'essayons pas d'être consolés, mais de consoler les autres, pas d'être compris, mais de comprendre les autres, pas d'être aimés, mais d'aimer les autres, parce que c'est en donnant que nous recevons, qu'en pardonnant que nous sommes pardonnés, et en murant que nous sommes renés dans la vie éternelle. Et la peuple de Dieu a dit Amen. Merci à tout le monde de vous mettre ensemble pour prier. J'espère ce qui fait que cette conférence soit différente, c'est que nous essayons en fait vraiment de prier ensemble et de adorer ensemble. Et nous ne pouvons pas être ensemble comme ça sans nos promoteurs. J'espère que vous avez déjà visité leur table. Nous avons des nouveaux sponsors, des nouveaux promoteurs et des promoteurs vétérans. Alors, merci encore à nos promoteurs généreux. Et je voudrais dire que nous sommes ravis que nous avons des participants depuis 20 différents pays. Alors, nous voudrions faire un petit accueil. J'espère que j'ai la bonne liste. Je vous demande pardon si j'ai raté un pays, mais si j'appelle votre pays, vous pouvez vous lever. Quelqu'un d'Australie, là au fond, oui, avec un pied cassé. Quelqu'un de Bangladesh ou quelques personnes, oui, c'est ici, très bien. De Burundi, où est Céline? Elle est là. Cameroun, Fidelis, ah, voilà, Fidelis. De Canada, Canada, très bien. Équateur, Équateur ou Bolivie. Carlos est quelque part. Haïti, Marine Linda, wow. Indonésie, Irma, quelque part, peut-être dehors. Irlande, Marc, vous êtes là, non? De Kenya, où sont tous les Kenyans? Levez-vous, levez-vous. Allez, les Kenyans. Vous êtes plusieurs. Ah, vous n'êtes pas tous dans la salle. OK. Désolée. Li- Libérie, Libéria, Patricia, très bien. Mozambique, oui, très bien. Aux Pays-Bas, les Pays-Bas, non? Niger. Ah oui, vous êtes plusieurs, ouais. Rwanda, Rwanda. Ah oui, très bien. Sierra Leone, ouais. Afrique du Sud, Jodine. La Suisse, ça doit être aussi Malawi. Tanzanie, Dr. Cohen, Josephine. Togo, Togo. Uganda. Il y en a quelques-uns. Afrique de l'Est. Le Royaume-Uni. Et vous êtes plusieurs. Zambie, Zambie et Zimbabwe. Oui, ok, très bien. Et puis les États-Unis, il ne faut pas vous lever parce que je vais diviser par région. Le nord-est des États-Unis. Est-ce que vous venez de l'Atlantique? Le sud-est. Le
le milieu. Je vais juste dire le sud. Vous identifiez vous-même le sud-ouest et puis l'ouest et puis nord-ouest Pacifique. C'est beaucoup. Alors, nous sommes vraiment ravis que vous soyez là. Merci d'avoir joué à mon petit jeu. Carlos, j'ai dit Équateur, mais c'est Équateur ou Bolivie? Les deux, les deux. OK, très bien. Alors, bienvenue à tout le monde. Nous sommes ravis que vous soyez là. Ah, l'Inde, j'ai oublié l'Inde. Ah, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Merci, merci. Quelqu'un d'autre que j'ai oublié? OK, ça va? Juste un rappel, toutes les photos que vous avez prises à la cabine de photos, je suis ravie de prendre un selfie avec vous et nous aimerions que vous les postez sur les médias sociaux. Il y a une liste des présentateurs plénières. Nous avons leur hâte ici pour les taguer. Et puis, les photos de cabine de photos. Qui a pris une photo à la cabine de photos? Félicitations, bien fait. Dites à vos amis à quel point c'est formidable. Ici, ce n'est pas dans le programme, mais pour le déjeuner, vous avez une boîte. Et si vous voulez parler de WASH, de la prévention et contrôle d'hygiène, il y a un atelier en 204 dans le couloir. Et si vous voulez faire un atelier sur les défis et opportunités pour la ministre de Santé, vous pouvez aller en fait dans le hall Maloney 326 à l'étage. Alors, notez ces salles, c'est juste manger et discuter le sujet. Et ce soir, il y a deux autres annonces de 5 à 6 heures. Si vous voulez passer du temps avec moi et Deirdre, nous serons à Maloney 204 de 5 à 6 heures ce soir de parler de la santé mentale périnatale, santé mentale maternelle. Et si vous voulez apprendre plus que ce qui est fait par le CCIH, quelles sont vos expériences avec les problématiques sur le sujet de santé mentale maternelle et qui a reçu un fonds PEPFAR. Si c'est le cas, Doug va être dans Maloney Hall 204, non, 326 de 4 à 5 heures. Alors, vous pouvez aller parler avec lui sur le fonds PEPFAR. Et puis, j'aimerais bien CCH, pardon, est-ce que j'ai mal dit la salle? Ouais. Oui, Doug, il voudrait vraiment avoir des gens avec lesquels il peut parler pour qu'il il ne parle pas tout seul. Alors, s'il vous plaît, rejoignez-le. Et puis, moi, je suis directeur de programme à CCIH et le facilitateur de cette conférence. Normalement, nous ne faisons pas des présentations sur notre travail, mais je suis ici pour vous donner un petit rappel, une mise à jour de ce que nous sommes en train de faire. Vous avez déjà reçu des bourses que nous avons pu distribuer à quelques membres. Depuis ces dernières années, nous avons eu un donateur privé donné un fonds à CCIH que nous avons pu distribuer à 20 membres de CCIH entre 6 000 et 15 000 en termes de bourses. Ce sont des petites bourses. Vous voyez les bénéficiaires sur la diapositive et c'est avec une concentration sur plaidoyer ou renforcement des systèmes de santé. Et deuxième diapositive, vous voyez en fait quand la distribution s'est faite en 2020, 2021. Non, mais ça, c'est en fait la complétion. Il y a aussi des autres bourses, des projets de bourse qui vont être complétés en août cette année et ça vous montre aussi les différents types de bourses, subventions qui ont été données pour vous donner une idée. Et nous espérons ce donateur privé
veut vraiment s'engager avec la communauté confessionnelle. Nous sommes en train de travailler avec lui et son équipe pour décider ce que ça va ressembler pour avoir plus de petites bourses pour le futur. Alors, regardez bien vos mails. La procédure a changé. Le donateur, il a un avis dont nous sommes en train d'entendre, d'écouter et nous sommes vraiment ravis qu'il veut être partenariat avec des organisations confessionnelles. Et depuis des années, nous avons mis en place une procédure pour une analyse des capacités. Vous avez peut-être déjà fait dans vos organisations à la demande d'un donateur, mais le OCA que nous avons fait, c'était par rapport à 2 bourses avec USAID. C'était créer une analyse de capacité organisationnelle en utilisant un fichier Excel. Et il y a quelques partenaires qui l'ont déjà fait. Il y a une version qui est le OCA préliminaire. C'est quelque chose que vous faites avant de donner une subvention. Et puis après, il y a l'OCA compréhensive en anglais et en français disponible sur notre site web. Et nous avons aussi le gabarit de plan d'action. Quelqu'un a fait l'analyse, alors qu'est-ce qu'on fait avec? C'est créer en fait le gabarit qui montre ce qu'il faut faire avec les résultats depuis cette analyse. Et nous travaillons avec IMA World Health et ACHA. ACHA, merci d'avoir fait des tests avec leurs membres. C'est une analyse d'identité des organisations confessionnelles. Il y a beaucoup d'analyses qui regardent les capacités, les finances, les ressources humaines, mais nos membres CCIH sont différents par rapport à notre foi. Et est-ce que ça a un impact sur notre travail? Nous sommes en train d'analyser en fait la partie confessionnelle de notre travail. C'est une procédure qui va être disponible, nous espérons, avant la fin de l'année. Et prochaine diapositive, Dick a déjà parlé. CCIH fait quelque chose d'un peu différent. Au lieu d'avoir une conférence annuelle au Washington, D.C. tous les ans, nous avons un an sur 2 à Washington, D.C. et un an sur 2 quelque part d'autre. Mais nous avons aussi l'Institut d'apprentissage virtuel de l'octobre 3 au 5. Nous serons en ligne ensemble sur le sujet de sécurisation de la financement et mettre en place des partenariats. Un parcours de 3 étapes. C'est comment trouver les partenariats et comment vendre votre organisation. Alors, c'est une formation de développement commercial. Et je ne sais pas si vous êtes engagé dans le 30 x 30. Oui, vous êtes beaucoup. Alors, nous avons eu une initiative de renforcer 30 organisations confessionnelles avant 2030 dans les systèmes de santé. Nous avons 33 engagements de 36 organisations dans 35 pays. Et vous voyez en fait la distribution par domaine. Et nous avons rajouté en fait des systèmes communautaires pour que ce soit représenté. Il y a un rapport sur notre site web, mais nos parties prenantes ont formé 30 000 personnes et ont atteint 1,3 million de personnes à travers leur programme de santé. Si vous voulez apprendre plus, il y a moi-même ou Caroline O'Brien, nous sommes prêts à vous en parler, et Naomi, notre interne, notre stagiaire qui est là du Royaume-Uni et notre nouveau stagiaire que j'ai rencontré hier de Zimbabwe, mais je ne peux pas prononcer son nom, il va nous aider avec ce programme à l'avenir. Alors, merci de m'avoir permis de vous donner cette mise à jour. Nos employés sont toujours prêts à vous parler de nos programmes. C'est juste un tout petit avant-goût de ce que nous faisons. Alors maintenant, nous allons faire notre plénière numéro 2, facilitée par Marc Brinkmuller, ami de CCIH. Je ne sais pas quand, je l'ai rencontré il y a longtemps, peut-être quand il travaillait chez USAID. Et maintenant, c'est le principal d'une stratégie. Et nous sommes ravis qu'il soit là pour faciliter
la plénière, les leçons depuis l'échec et le conflit. Et je voudrais aussi accueillir nos autres panélistes à venir vers l'avant de la salle. Alors, applaudissons-les. Bonjour. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Merci beaucoup. Je suis catholique, alors être ici et voir les choses comme le Deus Est et le latin, ça fait agir mon cerveau. Pax Vextum, Pax Bonum, la paix et le bon pour tous. Je suis ravie de faire partie de cette plénière. Je suis un peu anxieux. Washington, D.C., c'est pas un endroit pour apprendre de l'humilité et le service. Et en étant un résident de cette ville, je dois être quelqu'un qui écoute bien, en fait, sur ce sujet. Mais ça me fait plaisir de faire partie du panel pour en apprendre plus de cela. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous avons trois panélistes que je vais présenter brièvement. Il va y avoir des questions entre nous et puis nous allons ouvrir euh, pour que vous pouvez demander des questions. Nous avons des questions spécifiques aux panélistes et vous pouvez demander vos propres questions et nous allons peut-être clôturer avec des questions qui vont venir de moi-même. Et qui va chronométrer? Vous allez nous guider aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cela? Oui, vous avez dit oui. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord? Amen. La peuple de Dieu dit Amen. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, je vais dire en fait les noms et les rôles de chaque panéliste et c'est déjà sur le projecteur. D'abord, je voudrais présenter Eva Salen-Simard, qui est directeur de projet du projet Scope chez World Relief. C'est le matin, il faut avoir de l'énergie. Stembili Murgare, Tembi, infirmier au Zimbabwe, qui est directeur de programme sur la santé des nouveau-nés et la santé maternelle. Et Nancy Tumbrook de World Renew, qui est consultant de programme senior venant de Bangladesh. Si vous ne le savez pas, pour être sur ce panel, il faut que votre organisation commence avec le mot world, monde. Euh, World Relief, World Vision et World Renew. Alors, tout est mondial. Nous allons commencer cette question pour tout le monde. Nous allons commencer avec Nancy. La question est-ce que vous pouvez partager sur votre rôle actuel dans votre organisation? Est-ce que vous allez essayer de vous orienter pour éviter du conflit? Est-ce que et en lien avec l'humilité? OK, ben, je travaille pour le World Renew, un DW, Renouvellement mondial. C'est un peu une petite agence qui travaille dans 20 différents pays. Je suis basée en Bangladesh et je travaille avec des autres communautés en Asie du Sud sur le développement communautaire. Comme je travaille dans la santé, moi je travaille dans les programmes de santé, mais le soir, je travaille dans 8 autres pays à les aider dans leur programmation pour la santé des nouveau-nés et maternelle, de les aider avec la formation et d'aider l'organisation en général de améliorer la qualité de leur programme de santé. Alors oui, se réorienter, nous essayons de
planifier pour ne pas faire du mal et de s'assurer le mieux avec et pour la communauté. Alors, la première chose que nous faisons, ce sont des analyses de risque avec la communauté avant même de faire le travail, de faire ces analyses de risque avec eux. Et après, c'est de faire un lancement lent, de faire des questions, de distribuer des questionnaires, de faire des entretiens, d'identifier les parties prenantes avec lesquelles nous pouvons travailler et lesquelles nous ne pouvons pas travailler. Nous pouvons faire des petites pilotes de 1 an, nous pouvons les essayer et si ça fonctionne, nous pouvons faire une demande de 3 ans et mettre à l'échelle le programme. Ça nous a aidé beaucoup, particulièrement dans les programmes de santé, en étant une petite organisation. Et il faut avoir des points de surveillance très clairs pour tracer le progrès. Et s'il y a un problème, il ne faut pas, en fait, procrastiner. Il faut ensemble faire face à résoudre le problème parce qu'il y a une organisation donatrice et nous ne voulons pas en fait que ce financement parte du village et c'est difficile en fait d'avoir de l'honnêteté. Il faut travailler sur la fiabilité et de demander qu'est-ce qui peut améliorer, pas où est l'échec. Demandez à la communauté de vous raconter des histoires sur ce qui fonctionne pas. Et quand vous réorientez, il faut rester fiable à ce qui vous êtes comme organisation. En étant petite, nous voudrions être comme les autres qui ont plus de ressources ou faire des choses à une échelle beaucoup plus grande. Mais j'ai appris qu'il faut être fiable à notre propre ADN. Des fois, nous ne pouvons pas nous réorienter. Il faut dire non. Quand j'ai commencé dans World Renew à Bangladesh, nous avons commencé à travailler avec un partenaire local qui n'avait pas la même vision ni les mêmes objectifs que nous. Et ça, c'est la première chose, c'est fondamental. Et nous avons été d'accord que nous ne pourrions pas travailler ensemble. Ils ont trouvé des autres partenaires et nous aussi. Alors, ça a bien fini. Mais c'est important de l'identifier dès le début, particulièrement si vous n'avez pas la même vision. Et oui, les drapeaux rouges, oui, la surveillance est la plus importante. Juste avoir de la surveillance simple. Est-ce que des individus sont en train de se rendre vers les formations dans les groupes, dans les réunions? Il faut en être conscient, il faut surveiller et s'engager avec la communauté et demander des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne ou pas? Il faut toujours avoir un dialogue, une conversation engageante pour avoir un point d'orientation. Amen. Merci beaucoup. Tembe? Merci. Moi, je pense que c'est un honneur d'être là. Je remplace une collègue qui est devenue malade, malheureusement. Je travaille avec la vision du monde en consultant technique sur la santé des nouveau-nés maternels, santé reproductive et planification familiale. Ça, c'est très long comme rôle. Ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais partie de la capacité technique dans ce domaine. Mon rôle primaire, c'est le développement de ressources. Moi, j'écris les propos, les offres en réponse pour générer des ressources depuis l'espace des donateurs publics. Et l'organisation World Vision est une grande organisation avec des différents services et nous nous mettons ensemble en tant qu'équipe pour travailler sur le développement de ressources en réfléchissant sur mon rôle et réorientation. Quelque chose qui était clair, c'est quel choix ai-je? Je dois pivoter, je dois me réorienter parce que chaque contexte est différent, chaque demande d'offre est différente, chaque opportunité de finance que nous avons dans cet espace est différente. Alors moi et mes collègues, nous sommes tout le temps en train de pivoter, de mettre en place des nouvelles idées, d'adapter ce qui fonctionne et ce qui fonctionne dans quel contexte. Et de temps en temps, même adopter des différentes manières de travailler. Nous sommes toujours prêts à pivoter et à se réorienter. Mais nous reconnaissons qu'il faut être courageux, il faut réaliser que ce ne sont pas toutes les idées
qui ont bien agi dans un contexte sont adaptables à un autre. Nous voudrions réussir, mais pour réussir, il faut générer des ressources, mais il faut accepter les échecs. Nous pouvons ne pas réussir, mais ça ne veut pas dire que vous perdez tout. Ça ne veut pas dire que tout est vide et il faut recommencer à zéro. Et moi, je voulais parler un peu de ces drapeaux rouges. Dans mon rôle, il s'agit, nous les connaissons. Quand les personnes sont en train de jouer au foot et il y a la carte rouge, ça veut dire que vous êtes sorti du jeu. Mais nous sommes privilégiés de pouvoir rester dans le jeu, de pouvoir continuer à conceptualiser les drapeaux rouges avant que ça se produise et d'apprendre de ça, de voir au-delà, en fait, et de se demander quelles sont les leçons apprises et comment éviter ce problème dans le futur. Comment nous pouvons protéger ou mitiger contre l'échec, parce que l'échec crée le conflit en interne. Pour moi, c'est comme euh, quand ils disent ah désolé, nous ne pouvons pas vous financer, ça crée du conflit. Donc, on se demande est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce que je suis dans le mauvais rôle, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? L'échec crée du conflit en interne entre collègues parce que ça vous donne cette sensation d'avoir perdu de l'espoir. Mais nous avons appris à assumer l'échec et de le voir comme une opportunité d'apprendre, d'évoluer et de nous réexaminer, de aller plus profondément dans nos valeurs et le travail dont nous voudrions faire. Et à la fin, il ne s'agit pas d'échec ou de drapeau rouge. Ce n'est pas une mauvaise situation en soi. C'est une bonne chose parce que ça garde en fait le, euh, la concentration sur nos objectifs et nous montre en fait ce que nous faisons. Ce n'est pas pour rien. Merci. Je suis Eva Salomon-Senar. Je suis directeur de projet pour le projet Scope, ce qui est financé par NPIH. Nous avons parlé en fait de ce mécanisme de financement hier soir. Notre organisation World Relief a reçu ce financement il y a un an. Le soir, je fais partie de l'équipe globale de genre avec 4 leaders dans notre bureau central et des points focaux dans tous nos bureaux de pays. Et nous avons concentré sur l'intégration de genre dans toute l'organisation avec beaucoup de succès. Je suis très passionnée, très enthousiaste par rapport à ce sujet. C'est pour ça que j'ai réécrit ce livre qui était là sur l'écran avec mon co-auteur. Mais Nancy, vous avez parlé des praticalités de l'échec. Quand je pensais à l'échec, je pensais à être dans un espace où nous sommes en sécurité pour l'échec, où nous avons la permission d'un échec. Les drapeaux rouges sont pour moi une culture organisationnelle qui ne vous laisse pas ne pas réussir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas réussir. Et la sécurité, c'est très important d'avoir cette permission pour les membres d'équipe de pouvoir parler directement après un échec et de trouver une solution immédiatement ensemble. Il ne faut pas cacher et puis après avoir un problème qui spirale, que ce soit la fraude ou la protection, et ça devient hors notre contrôle parce qu'il y avait quelqu'un qui avait tellement peur d'en parler à vive voix. Et je pensais aussi
comment nous pouvons créer la sécurité dans un contexte multiculturel. Notre équipe comprend 8 personnes et 6 différentes nationalités. Nous regardons l'échec différemment par rapport à notre enfance, de l'Asie, de l'Europe du Nord. À quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était permis de ne pas réussir? Est-ce que vous étiez punis pour ne pas réussir? Et comment nourrissons-nous en fait cette idée que c'est permis, l'échec est permis? Mais il faut que les leaders de l'équipe, les managers qui vont être l'exemple de humilité. Et je suis tellement reconnaissante que Amaka, vous avez parlé de la fierté. C'est tellement important dans le leadership, c'est de sortir de cette fierté, de vouloir se montrer comme parfait et comme nous avons toutes les réponses et de dire non, je peux être l'exemple de l'humilité et quand moi, je rencontre l'échec et quand mon comportement n'est pas propre, moi, je l'assume et je l'admets avec mon équipe. Je dis, moi, j'ai pas réussi. C'était un échec et ça ouvre aussi la porte pour que les autres puissent se sentir en sécurité pour dire, OK, j'ai pas réussi. L'échec est quelque chose qui se produit partout, mais comment est-ce que nous pouvons en fait apprendre et avoir des bonnes pratiques qui s'en sortent? Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Nous allons rester sur ce sujet. Est-ce que vous avez vu dans votre carrière et dans des différents lieux où vous avez travaillé des groupes avec des bonnes missions qui essayent de promouvoir une culture inclusive mais le font mal? Comment éviter en fait ces faillites? J'ai 2 recommandations pour éviter les faillites dans la création d'une culture inclusive. Au lieu de penser à l'inclusion comme l'outil le plus important stratégique pour le succès de notre organisation, nous pensons en termes de réaction. Il y avait le mouvement MeToo, il y avait COVID et puis il y avait les Black Lives Matter. Nous avons vu tout ça sur les journaux et nous avons été touchés et toutes les organisations ont voulu répondre, faire quelque chose en réponse à ce qu'ils voyaient. C'était une réaction. Mais ils n'ont pas pensé en long terme. Qu'est-ce que ça ressemble en créant une culture inclusive pour les années à venir, que ce soit durable? Ce n'est pas juste un bondage, une solution, et puis nous pouvons passer à l'autre chose, à une autre crise, à une autre tremblement de terre. Comment restons-nous sur cette voie d'inclusion? Et je pense que en termes d'organisation confessionnelle, nous savons que le modèle d'inclusion dans nos organisations est la conception de Dieu. Le tableau du royaume est un tableau inclusif. C'est le modèle qui vient de la Bible. C'est le modèle que nous avons dans nos vies personnelles, mais dans nos cultures organisationnelles, nous n'avons pas ce modèle. Alors, comment ne pas seulement réagir et se mettre dans un point de vue de non, c'est important pour la stratégie de notre organisation. C'est garder en tête 2 choses. Les données que nous avons depuis le secteur commercial, que les équipes inclusives et diverses sont en train de rendre plus de résultats, plus d'argent, plus d'innovation, meilleures conversations. L'inclusion mène vers des meilleurs produits et des meilleurs résultats. Pourquoi le secteur à but non lucratif ne s'est pas réveillé à ça? Pourquoi voudrions-nous des équipes de leadership homogènes, des conseils homogènes, quand nous savons que la diversité, c'est quelque chose dont nous avons besoin? Deuxième élément,
et cette idée du tableau du royaume, que nous avons le modèle, l'exemple de Jésus dans nos organisations. Vraiment, nous sommes des organisations confessionnelles et ça doit être modélé dans nos cultures. Le deuxième problème que je vois, deuxième faillite, c'est pas reconnaître l'exclusion systémique dans sa nature. C'est la manière dont beaucoup de nos organisations ont été créées de manière systémique dans une ère où il y avait beaucoup de gens qui ont été exclus, des personnes de couleur, des femmes qui étaient exclues du tableau de leadership. Et c'est comme ça que ces organisations ont été créées. Alors pour nous, de dire, OK, ayons-nous un panel de diversité, c'est comme si nous sommes arrivés à une guerre avec un couteau de beurre ou une cuillère. Il faut voir en fait le problématique systémique d'exclusion. Et théologiquement, les organisations qui sont inspirées par la foi ou confessionnelles, il faut analyser en fait leur point de vue sur l'inclusion dans l'organisation. Il y a beaucoup de différentes églises avec une théologie très conservatrice sur les leaders hommes et femmes. Nous avons toujours des églises qui pensent que les femmes ne doivent pas être des leaders. Et en tant qu'organisation, nous n'avons pas de déclaration sur si les femmes et les hommes peuvent les deux être leaders. Nous prenons le risque que ces leaders viennent avec leur propre point de vue théologique. C'est un élément très important pour nous qui venons des organisations confessionnelles. Désolée pour la longue réponse. Tembe, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre et peut-être vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez travaillé avec les leaders confessionnels, les leaders religieux sur votre programme de l'espoir, de Hope. Je vais vous donner un peu d'historique par rapport à notre stratégie, notre promesse de l'horizon 2030. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons tous appris, que le travail que nous faisons ne peut pas être fait seul. Il faut avoir des partenaires, il faut avoir des collaborations pour atteindre plus d'impact, pour atteindre une plus grande échelle et maintenir l'impact. C'est vraiment l'ensemble de l'idée de pourquoi la vision mondiale, World Vision, se met en partenariat. Mais il faut se demander avec qui nous voulons se mettre en partenariat. Ce sont des organisations qui partagent les mêmes valeurs de la justesse, le même amour et le même espoir de produire la promesse de Dieu, parce que nous sommes une organisation chrétienne. Et dans ces partenariats, nous disons que ça va si nous ne voulons pas être partenaires, si les personnes avec lesquelles vous voulez être partenaire n'ont pas les mêmes valeurs. Et je vais parler un peu des canaux de l'espoir, mais c'est la manière dont la World Vision mobilise les leaders religieux pour répondre aux problématiques qui ont un impact sur leur communauté. Ce sont le VIH-Sida, mortalité maternelle des enfants, mauvaise alimentation, je peux vous nommer beaucoup. Nous utilisons et appliquons aussi avec des leaders communautaires pour transformer les vies des communautés, pour aider et de travailler avec eux dans leur parcours de transformation. Pour les leaders communautaires, c'est d'appliquer leurs principes religieux, leurs valeurs religieuses, qui est la passion de sauver, ce qui est l'amour pour les autres
humain, la reconnaissance que nous sommes tous créés dans la même image de Dieu. Eux, ils s'engagent à ce niveau-là. Et les leaders religieux deviennent un actif unique dans la santé globale, dans le développement, parce que ils ont la confiance de la communauté, ils ont les outils pour atteindre les communautés dont ils servent et ils peuvent motiver les communautés et ils peuvent les inspirer. Ça fait partie de la raison pour laquelle nous mettons en partenariat avec des leaders religieux, avec les canaux de l'espoir. Alors, l'humilité. L'humilité s'intègre où? Je vais répéter, comme nous sommes tous des chrétiens, nous croyons que tous les êtres humains ont été créés dans l'image de Dieu. Nous sommes tous égaux. Et ça, c'est le point de départ. Mais l'humilité ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas nos points forts. Nous reconnaissons notre propre puissance, mais l'humilité veut dire que nous sommes très confortables dans l'expression et l'acceptation que nous ayons des limites et que nous ayons des faiblesses. Pour moi, c'est ça l'humilité. Nous servons des communautés diverses. World Vision travaille dans des environnements les plus compliqués sur la planète, servant des communautés très pauvres, des communautés qui rencontrent des défis quotidiens, qui ont beaucoup plus de besoins. Mais dans l'élément humanitaire, quand nous engageons avec ces communautés, nous ne sommes pas différents qu'eux. Il faut s'en souvenir que c'est le contexte qui les a mis comme ça. Ils comprennent leur propre contexte beaucoup mieux que nous pourrions le faire. Et donc, de ce point de vue, j'ai mes connaissances scientifiques et mes messages scientifiques et tout, mais en travaillant et en s'engageant avec de l'humilité, fait en sorte que je puisse être quelqu'un qui apprend de chaque contexte. J'ai fait une évolution professionnelle dans des différents contextes, de Bangladesh jusqu'au Soudan. L'autre chose en termes de l'humilité, c'est que ça aide à ouvrir la porte, de créer une situation de confiance, d'ouverture, de créer une situation où c'est possible de transformer les personnes avec lesquelles vous travaillez. L'humilité aussi sert pour les individus avec lesquels vous travaillez, pour qu'eux, ils puissent voir votre propre passion, votre volonté de transformer leur vie. Et ça ouvre la porte aussi pour vous d'apprendre de leur contexte et de changer et s'adapter à leur contexte. Et aussi, ça fait en sorte que votre travail soit adaptable. J'ai plus de temps, mais je voudrais terminer avec une citation que j'ai vue parce que ce matin, nous avons eu la citation de la Bible, mais je voulais vous donner une citation de C.S. Lewis de l'humilité. C'est très simple. C'est l'humilité, c'est pas penser moins de vous-même, mais de penser à vous-même moins. Amen. C'est l'autre côté en fait. Et vous pouvez déconstruire un peu de différents angles. Mais merci beaucoup parce que l'humilité s'agit de construire ces relations de confiance. Amen. Merci beaucoup. Nancy, est-ce que vous pouvez donner un exemple de quand les choses ne suivent pas le plan, comment vous réorientez
D'abord, rien n'est un échec total. Il y a toujours quelque chose de bon qui vient de quelque chose qui ne marchait pas. Et vous pouvez construire autour de ça. Mais nous avons vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas parce que nous avons eu des attentes trop hautes. Nous les demandons de faire tout comme un travail à temps plein. Mais en ayant des conversations avec eux, nous avons redéfini leur rôle. Nous avons cherché ce qui marchait et nous avons construit autour. C'était d'aller porte à porte, d'accompagner les femmes à aller vers les services de soins de santé. Alors, nous avons vu ça comme des points forts et puis nous avons demandé des autres personnes à faire des autres tâches. Un autre point d'humilité centre autour de reconnaître nos propres domaines d'expertise et de voir des autres experts qui vont venir où il y a besoin. Il y avait beaucoup d'organisations où je suis allée plusieurs fois pour du soutien, pour l'aide. En 2015, nous avons fait venir un expert pour voir notre programme de santé, de voir ce que nous avons déjà et où il fallait quelque chose externe, que ce soit la formation ou un service externe. Et nous avons appris en fait nos points forts où nous aurions pu en fait renforcer nos capacités où c'était pas possible. Les analyses représentent un bon moment de peut-être réorienter son travail. Quand vous regardez les données, vous pouvez adapter par rapport à ces données. Au débord de au début de notre première analyse, il y avait Rick qui a dit, moi, je ne fais pas l'analyse pour voir ce qui ne marche pas. Moi, je veux voir comment nous pouvons faire en sorte que ça puisse marcher. Travaillons avec un partenaire pour voir comment nous pouvons faire en sorte que ça puisse marcher. Et ça, c'est une approche beaucoup plus positive de se demander, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre euh, notre cible, nos cibles et d'adresser les barrières. Et Franck, il avait un système d'encodage euh, de couleurs et les a formés et les a fait apprendre. Il ne faut pas avoir peur de ces analyses. Et quand je pense à ça dans mes souvenirs, parce que Franck regardait et disait qui fait trop, qui ne fait pas assez pour moi et pour nos communautés et nos partenaires, c'était lui le Jethro. Jethro a donné son avis à Moïse pour qu'il puisse donner la responsabilité aux autres. Alors le Dieu a utilisé les autres et dans ma vie, il a utilisé des autres pour nous donner des conseils. Et je vois les Jethro. Vous êtes plusieurs ici dans la salle. Et il faut faire confiance sur la communauté et ce que disent vos partenaires. Et il faut se dépendre sur eux, utiliser l'analyse de surveillance, pas comme étant quelque chose dont vous devrez avoir peur, mais où vous pouvez faire des changements. Amen. Formidable, merci beaucoup. Nous allons en fait nous réorienter pour demander des questions depuis le public. Qui est dans la salle? Amona oui, va partager le micro. Moi, je vais vous donner ça. Identifiez-vous. Et qui voudrait en fait se lever la main ou se mettre debout pour être la première personne à demander une question à nos panélistes? Pas de questions? Qui a eu des conflits et a travaillé à résoudre un conflit dans leur organisation? Oh, je suis désolée. Merci pour ça, pour ce rappel. Oui, je vais venir vers vous. Ça va être un peu plus rapide pour vous donner le micro. Alors, moi, je pense juste à comment hier soir, nous parlions de la localisation de Chaz et de USAID et les conversations d'aujourd'hui. Vous trois et moi-même, Emily Chambers Sharp de World
Relief, nous représentons les ONGI et une des choses que nous entendons beaucoup au niveau communautaire sont les priorités communautaires qui sont souvent pas bien, ne coordonnent pas avec ce que nous avons, ce qui est offert par nos partenaires. Et je suis intéressée à savoir qu'est-ce que vous avez fait dans cet espace et quel rôle pouvons-nous jouer? Parce que je sais que c'est des fois très compliqué et c'est bon de partager. Euh, c'est peut-être en fait bien de d'avoir en fait les réponses rapides. Bah, la question, elle est difficile parce que c'est quelque chose que nous vivons tout le temps. Je pense que il n'y a jamais assez de financement pour avoir des ressources pour tout ce dont nous avons besoin. Beaucoup de choses. Et il faut couper en fait la tissu, le manteau avec la tissu que vous avez. Mais quelles sont les priorités que la communauté est et qui est nécessaire? Si c'est la santé maternelle, ben ça c'est la priorité, mais leur priorité peut être l'eau, leur priorité peut être euh, les aliments. Comment mettez-vous en lien la santé maternelle avec la disponibilité à long terme d'eau et de sanitation, avec les aliments, avec l'alimentation et la nutrition? Je pense que ces négociations doivent se tenir lieu et il faut mettre en place ces liens, être honnête et transparente que le financement que vous avez peut aller aussi loin que ça et pas plus. Et les partenaires sont clés parce que le financement vaut 10 millions de dollars ou 20 millions de dollars, peuvent pas aller loin, sauf si vous mettez en partenariat avec des autres pour combler ces écarts. Je sais qu'avec beaucoup de financement, c'est fixe, mais il y a des autres donateurs, il y a un peu plus de flexibilité et vraiment la compréhension du paysage, de savoir avec qui vous allez vous mettre en partenariat, combien de flexibilité faut-il pour satisfaire ces priorités qui sont là, qui sont très urgentes. Et moi, je dis toujours, quand vous mettez en place les stratégies, il faut voir quelle est la chose la plus impactante. Et les partenaires peuvent toujours contribuer d'une manière ou autre et de voir aussi en fait les ressources humaines dans la communauté elle-même pour combler les éventuels écarts. Et les ministères de santé et leur budget, des fois avec le financement de donateurs, nous avons tendance à dire, OK, nous sommes les leaders, nous allons contrôler tout, mais s'il y a une stratégie, s'il y a un budget, vous ne pouvez pas dire que vous allez implémenter cette stratégie à 100% sur le financement des donateurs sans savoir que ça existe. Il faut regarder ce qui existe déjà. Alors, il faut regarder un peu en continu et d'explorer en continu les personnes qui travaillent avec les communautés avec lesquelles vous travaillez, ce que eux ils peuvent apporter avec leurs propres partenaires, d'avoir une diversité de financement des donateurs et de combler les écarts entre ce qui est fourni par le gouvernement et ce qui n'est pas, et ce qui peut être fourni par vous-même. Mais l'humilité, c'est aussi d'être transparent avec ce que vous avez et ce que vous pouvez faire réellement. Oui.
avec le USAID que tout le monde a aidé à développer. J'entends pas. Bonjour Tembe, je suis Phil Moses de l'alimentation pour les faim. Je ne suis pas d'une organisation World, mais j'ai une question. Le FH, comme beaucoup d'organisations sur le terrain, ils sont allergiques au risque. Il y a peu de financement, alors ils font très attention, ils veulent pas perdre leur travail, etc. Mais je voudrais demander à n'importe qui, au-delà du modelage personnel, comment mettons-nous, comment pouvons-nous systématiser, faire de la place pour apprendre des échecs de manière systématique? Oui, allez-y, allez-y. Oui, je pense que vous avez raison, Phil. Une chose, oui. Une chose dont j'ai remarqué aussi, c'est d'avoir des plus petites subventions. S'il y a des petites phases pilotes, ça a été très important pour nous. En commençant avec des petits montants, de voir dans des communautés ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis de continuer à travers ces leçons apprises et avec la communauté aussi de demander ce qui marche pas dans la communauté et d'avoir toujours ce principe de ne rien faire du mal. Il faut s'assurer que même avec une innovation, que ce n'est pas quelque chose qui a une mauvaise impact. Et il faut parler ouvertement et avoir cette culture de parler de ça avec la communauté aussi de se demander est-ce que ça marche et sinon, qu'est-ce qui se passe et de pouvoir en parler. Mais il faut développer de la confiance dans la communauté. Et c'est là où les travailleurs sur le terrain sont très, très importants et les leaders communautaires. Ça, c'est clé, en fait, du côté du terrain. Moi, je voudrais rajouter quelque chose aussi par rapport à la culture de l'organisation. C'est important, en fait, de fêter avoir tenté quelque chose. Pas juste le succès de quelque chose, mais de fêter le fait d'avoir essayé quelque chose. Peut-être ça n'a pas marché, mais nous avons vu un autre résultat non anticipé. Mais nous fêtons en fait ça comme réussite. Et les personnes qui sont assez courageuses pour essayer quelque chose sont reconnues aussi quand nous étions en train de regarder les vieux dossiers dans un autre euh, bâtiment qui se ferme, j'ai trouvé des dossiers, des cartables avec des offres que nous avons écrites mais que nous n'avons pas gagnées. Et c'était un rappel, quelque chose de très beau que nous avons essayé, ça n'a pas marché, mais nous sommes en train de le fêter ici. Nous rappelons en fait que l'effort a été fait. Une question Nathan de l'Australie, de l'Université de Melbourne. Moi, j'aime bien les réflexions sur les échecs, mais comment changer en fait le point de vue des donateurs parce que eux, ils financent pas les échecs. Eux, ils doivent comprendre que les échecs font partie de cet environnement d'apprentissage. Et il y avait un livre qui s'appelle Naviguer par le jugement, qui parle de l'efficacité de la navigation dans le terrain et pas de navigation par les donateurs externes, mais dans l'environnement des États-Unis, c'est très difficile parce que les obligations de rapport et de exclure les échecs sont vraiment enracinées dans leur système. Comment est-ce qu'il faut changer ça au niveau des donateurs, d'accepter les échecs comme faisant partie de la procédure d'apprentissage? Moi, j'ai vu que l'USAID qui encourage la documentation des échecs et de disséminer, de distribuer ces informations. Mais comme des organisations d'implémentation, nous avons peur de dire aux donateurs que nous avons euh, fait un échec parce que nous ne savons pas vraiment si va y avoir des conséquences. Moi, je demanderais à tout le monde ne pas utiliser ce mot échec, trouvant un autre mot qui est plus digestible, qui a un meilleur goût à la bouche, qui décrit l'échec comme étant une opportunité. Nous ne pouvons pas
évoluer ni réussir, sauf si nous tentons quelque chose et que nous en apprenons pour adapter après. Euh, Moi, je pense que l'échec, comment je décris l'échec de manière que ce soit digestible par même les communautés où ça n'a pas marché, ou aux donateurs que ça n'a pas marché, parce que vous n'avez pas rien après un échec. Vous avez le verre, en fait, mi-plein. Alors, Amen. Monsieur, à ce côté, et vous là, il nous reste combien de temps? 4 minutes? 5 minutes? Il nous reste 5 minutes. Nous allons faire nos réponses très rapides. OK, allez-y. Je suis Anne Peterson. J'étais dans USAID, dans World Vision et tout. Mais maintenant, je suis juste moi-même. Je voudrais parler d'un projet de consultance que j'ai fait pour USAID. Je devais regarder dans leur domaine de recherche de santé globale en Europe. Ils ont fait un questionnaire, ils ont vu que leur mission, les partenaires de pays, les ministères de santé et les ONG ne demandaient pas leur assistance technique et eux, ils en avaient beaucoup à fournir et ils voulaient savoir s'il fallait faire plus de formation, de surveillance et évaluation et tout ça. Et nous avons fait une analyse sur les barrières de demander de l'aide et ce qui en résulté était incroyable. C'était la localisation, c'était les dynamiques de puissance, c'était être à l'écoute. Mais ça, il s'agit de l'humilité. Nous avons beaucoup de gens avec la connaissance technique, mais eux, ils ne voulaient pas demander parce que eux, ils n'écoutaient pas. Ils venaient, ils donnaient leur connaissance. Et il ne s'agit pas nécessairement des domaines techniques, mais c'est la manière dont vous amenez cette connaissance vers ces peuples. Et il faut avoir de l'humilité. Et voilà ma question. Ça me dit que il faut mettre en fait un budget de temps pour écouter et créer un réseau, créer les relations, créer la confiance. Comment faisons-nous ça dans le domaine confessionnel, ça va, mais dans le domaine euh, séculaire, c'est un peu plus difficile parce que c'est tellement concentré sur les résultats. Ouais, comment faisons-nous ça dans le monde laïque? Alors, un leçon pour nous était le COVID et notre euh, le fait que nous n'ayons pas pu voyager dans les pays dont nous travaillons pendant 3 ans. Moi, j'avais pendant 3 ans un projet dans 4 pays et il y avait 3 pays où j'ai jamais touché. C'est fou. Alors, la dépendance que j'ai eue sur les employés globaux pour faire ce travail, les individus dans les communautés sur le terrain et les employés qui étaient les leaders dans la communauté, qui écoutaient, qui parlaient, qui faisaient ce travail sur le terrain. Alors, si nous pouvons nous rapprocher à notre staff avec nos partenaires dans les communautés, c'est eux qui sont à l'écoute, c'est pas moi, je suis facilitateur de tout ça. Eux, ce sont les personnes qui doivent être là pour écouter la communauté. Ça, c'est une astuce. Moi, je voudrais rajouter que je suis à 100% d'accord parce que le COVID nous a appris qu'il faut être inclusive avec toutes les parties prenantes parce que avant le COVID, nous dépendions beaucoup plus sur la communauté pour nous donner des informations et nous avons compris que c'était des bonnes informations. Et eux, ils font partie du dialogue. Et il faut vraiment les inclure autour de la table, mais prendre le temps de le faire. C'est très important. Avec ces grandes bourses, il n'y a pas ce temps qui est mis dans le planning.
dans le calendrier et il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Et vous ne savez pas tout le temps qui sont les acteurs clés. Il faut prendre le temps de les identifier. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu demander une question, mais si vous pouvez rester après ou peut-être pendant une pause, vous pouvez parler de vos questions. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu en fait avoir des questions de tout le monde. C'est notre dernière question. Je suis Estine de Zimbabwe. Moi, je voudrais en fait revenir vers les questions. Le problème s'agit des donateurs qui arrivent dans les pays et qui inventent des programmes. Et c'est quelque chose qui peut être discuté aujourd'hui ou plus tard. Mais qu'est-ce qui informe en fait le donateur par rapport au programme? Ils utilisent nos statistiques, l'historique de nos pays et le GDP, mais ils vont se concentrer sur les domaines sans regarder le plan stratégique du pays. Et l'autre problème, c'est que nous pensons plus scientifiquement, mais ma question, c'est comment nous pouvons utiliser les déterminants sociaux pour déterminer ce que vous allez faire dans le terrain, quand vous regardez les communautés d'abord, leurs besoins, et puis ensuite, vous donnez à la communauté ce dont ils n'ont pas besoin. Si vous regardez les ressources de données au secteur de santé, vous voyez que dans beaucoup de pays, c'est le VIH qui est primaire. Mais quand vous regardez les NCID et les autres déterminants, c'est en bas, en fait, des statistiques. Ceux qui sont plus prioritaires sont financés par des donateurs VIH, COVID, santé maternelle. Le COVID, en fait, a été prioritaire, mais nous avons contrôlé un peu par des décisions prises par nous-mêmes et la manière dont ça a été géré par le secteur privé et la collaboration avec les fabricants qui ont dit il faut terminer cette procédure. Merci. Ça, c'est une question chargée et difficile. En n'étant pas un donateur, moi, je ne vais pas parler pour eux, mais une des choses que moi, j'ai constatées, dont je suis conscient, il y a beaucoup de consultations dans les pays sur un agenda plus élargi en termes d'assistance au pays. C'est la responsabilité des individus qui s'engagent à ce niveau d'expliquer leurs attentes. Clairement, il y a des gouvernements qui peuvent le faire avec succès, des autres pas. Ça, c'est un côté pour le donateur. Il y a le plan stratégique du pays, mais le donateur est plus familier avec ça, mais il y a beaucoup de consultations en termes du développement de ce plan qui est aligné avec des sources de finances dans un pays donateur. Et puis, nous sommes des partenaires d'implémentation et là, nous sommes mieux positionnés pour euh, donner la responsabilité aux donateurs pour dire si cela ne se passe pas, nous n'allons pas avoir ce résultat. Je travaillais dans la militantisme dans le secteur de santé où il y avait beaucoup de travail du PEPFAR qui pensait qu'il y avait des travailleurs en soins de santé avec des politiques pour qu'ils puissent faire leur travail. Et nous sommes revenus aux mêmes donateurs pour plaidoyer avec les partenaires d'implémentation, disons, nous n'allons pas réussir si nous n'adressons pas le problème des ressources humaines dans le secteur de soins de santé. Alors, une question finale pour nos panélistes. Est-ce qu'il y a une différence ou quelle est la différence jouée par votre foi dans l'influence dans les réactions aux échecs programmatiques, dans les échecs et les conflits? Parce que vous avez eu ces expériences pendant vos carrières, vos longues carrières. Je pense que d'abord, ah oui, d'abord, chaque culture a, le micro n'est pas allumé. Très bien. Alors, il va y avoir des échecs ou les choses qui ne marchent pas
aussi bien et il faut travailler avec humilité en tant qu'organisation. Il faut dire désolé, ça ne marche pas. Il faut clôturer le projet, mais écoutez ce que la communauté vous dit. Et il y a quelques années, il y a une jeune Nancy qui a formé les femmes qu'est-ce qu'elles doivent acheter et manger dans les marchés, mais rien ne changeait parce que moi, j'ai réalisé dans le contexte où je travaillais, quand j'écoutais, c'était pas elle qui prenait les décisions. C'était pas elle avec l'influence. Et moi, je devais en fait me pardonner et parler avec les personnes avec l'influence. Et il s'agit du Dieu et la grâce de Dieu en termes d'échecs et de conflits. Nous pouvons tous avoir ces problèmes, mais Dieu est toujours là à nous aider à nous relever. Un de mes collègues, Brenda, en Afrique de l'Ouest, m'a dit, nous allons réussir à plus en avançant avec moins d'échecs. Mais quand vous pensez que vous faites 2 pas en avant et 1 pas en arrière, que vous êtes en spirale en train de monter une montagne, vous êtes en train d'avancer. Vous ne reculez pas. Et ça, c'est très important pour moi. Il s'agit de la grâce de Dieu et confiance en Dieu. Il ne faut pas lâcher ou baisser les bras. Euh, il y a toujours des opportunités quand nous marchons ensemble, nos communautés, nos collègues, nos partenaires, nous allons apprendre ensemble. Alors, il s'agit de dépendre sur Dieu, sur un projet qui n'allait pas bien. Moi, comme Américaine, j'essayais de résoudre, de mettre en place des solutions et d'améliorer tout. Mais quand j'ai demandé à Dieu, lui, il a dit finalement, enfin, vous êtes en train d'écouter. Et moi, je l'ai appris beaucoup, plusieurs fois, juste d'écouter. Et tous les jours, en fait, le merci de Dieu est nouveau. Je le sens tous les jours en voyant des bénévoles, des maires, des fermiers dans leur terrain et de fêter ça. J'ai l'avantage de plusieurs années de pouvoir voir ça et avoir l'opportunité de pouvoir avancer dans l'humilité avec la grâce de Dieu. Moi, je pense que pour moi, le résumé de conflit et d'échec, c'est que Dieu ne me demande jamais de faire quelque chose pour me mettre à l'échec. Et ça, c'est vraiment ma devise. Si ça ne fonctionne pas, je trouve quelque chose qui embrasse en fait cette idée que c'était peut-être moi qui cherchais des mauvaises solutions, des mauvaises réponses. Et Dieu est là dans notre travail en tant que chrétien et nous sommes engagés avec lui. Merci. Je pense que pour moi, c'est ma foi qui a eu un impact sur mon travail et comment je suis présente naturellement. J'évite les conflits et je ne vais pas vers les conflits facilement. Moi, j'aime bien m'enfuir, mais en tant que chrétien, vous dites, bah, c'est une bonne chose, c'est comme ça qu'il faut agir, il faut mettre l'autre joue, présenter l'autre joue, mais j'ai vu dans mon évolution en tant que chrétienne, Dieu m'a appelé à marcher vers un conflit parce que c'est ce dont ce qui est nécessaire pour mon équipe, c'est être à service d'eux. C'est pas ma préférence, c'est pas ma nature, mais c'est rendre service à mon équipe ou mes collègues de marcher vers un conflit. Et alors de parler la vérité avec amour et de parler et de aller envers des conversations dont je voudrais pas m'engager, c'est un parcours spirituel et une pratique spirituelle pour moi. Alors la manière personnellement que nous sommes présents en tant que professionnels, je pense que Dieu nous appelle à chacun de se séparer d'une partie de nous-mêmes qui ne servent pas les autres. Et en quoi s'agit pour nous, pour vous, où Dieu vous appelle de partir, en fait, de laisser de côté quelque chose qui n'est pas bon pour vous, de pouvoir servir. Alors, Amen, merci beaucoup et applaudissons-les. Et juste, je remercie personnellement tout le monde qui est là. Je ne suis, je,
je ne soutiens pas seulement le CCIH, je suis fan. S'il y avait des casquettes, je suis fan de CCIH, moi je le porterai, je la porterai. Si nous pouvons, en fait, nous mettons ensemble et pensons aux Philippiens, à chaque fois que je pense à vous, je loue mon Dieu pour vous. À chaque fois que je pense à vous en tant qu'individuel ou dans votre ensemble, je remercie Dieu pour vous et que nous remercions Dieu les uns pour les autres. Merci pour vous.